Et si je vous disais qu'il existe une méthode pour créer des centaines de contenus en moins de 24 heures, mais alors pas des publications sans âme, des trucs qu'il faut corriger à chaque fois. Non, des vrais contenus qu'on peut publier sur son compte et qui vont permettre de créer une audience et de générer des ventes. Parce que qui a envie de publier des contenus générés par l'IA sur son compte? Personne. Personne n'a envie de faire ça. Pourtant, on voit des centaines de vidéos sur YouTube qui vous promettent d'automatiser à 100% votre création de contenu. Créer 1000 posts, 1000 réels, 1000 shorts, etc. en automatique. C'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir une méthode qui permet de créer des centaines de contenus hautement qualitatifs qui vous permettent vraiment de les poster sur vos comptes et ça en moins de 24 heures. Parce que si vous laissez l'IA tout automatiser, alors c'est sûr, hein, vous allez pouvoir créer des centaines de contenus en quelques minutes, ça tout le monde peut le faire. Mais ce genre de contenu, ils ont un problème. Ils privilégient la quantité à la qualité et en fait, ils vont ternir votre image, ils vont pas vous permettre d'avoir vraiment une vraie audience et des ventes. Vous allez avoir des publications qui sonnent vraiment fausses, tout le monde va savoir que c'est l'IA. Au final, vous allez perdre du temps et ce système que vous allez créer pour créer ce contenu en automatique, en fait, vous allez finir par pas l'utiliser en fait. Pourtant, on le sait, hein, l'IA aujourd'hui, elle révolutionne le contenu, on voit énormément de gens en parler, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui l'utilisent et qui explosent sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, je vais vous révéler la méthode que j'ai utilisée pour créer du contenu pour moi et mon associé Jérémy Guillot, qui nous a permis de gagner plus de 150 000 abonnés sur LinkedIn en moins d'un an. Et tout ça sans pub, sans avoir d'équipe, sans dépenser des dizaines de milliers d'euros dans une agence, etc. Tout ça grâce à l'IA et grâce à cette méthode que je vais vous montrer. Alors ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'être expert en technologie, expert en création de contenu, c'est une méthode qui est accessible à tout le monde et justement l'idée c'est de vous transmettre les deux expertises. Imaginez que pour créer du contenu en masse et de haute qualité, c'est un peu comme un jardin. Vous allez avoir d'un côté vos plantes, d'accord, et de l'autre côté vous allez avoir comment vous en occuper, comment vous les arrosez, etc. Les plantes, c'est votre contenu, d'accord, donc vous allez savoir de quoi vous parlez, etc. Donc on va voir ça, tout ce qu'il faut savoir pour faire une stratégie de contenu qui est efficace. Et le système d'irrigation, finalement, les engrais ou les choses que vous allez mettre pour pouvoir vraiment que ça pousse très rapidement, ça va être l'IA, ça va être le système qu'on va mettre en place. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les deux, comment arriver à faire un système vraiment qualitatif pour créer du très très bon contenu sans y passer des jours et des jours et des jours ou sans dépenser d'argent dans une prestation. Et maintenant, on va commencer donc avec la première étape de notre méthode qui est de préciser son positionnement. La plupart des entrepreneurs négligent cette étape qui est pourtant indispensable, qui est de savoir ce que vous faites, pour qui vous le faites et quels problèmes vous allez résoudre pour ce client idéal. Alors souvent vous avez un positionnement business, hein, vous savez ce que vous faites. Par exemple, on avait une personne, Sarah, qui est coach de développement personnel et voilà, elle va prendre les clients qu'elle peut entre guillemets, surtout si elle démarre, et elle va pas forcément être très difficile dans le type de clientèle qu'elle va prendre. Elle va coach en développement personnel, donc elle va chercher des clients, elle va les accompagner, elle va les aider, etc. Pour faire du contenu, il faut être un tout petit peu plus précis pour pouvoir vraiment bien fonctionner. Et le piège souvent qu'on voit, hein, c'est que les personnes vont vouloir être trop larges, vont vouloir plaire à un maximum de personnes. Je suis coach en développement personnel, donc je vais parler de développement personnel sur ma chaîne et ça va intéresser tellement de monde que je vais attirer forcément beaucoup de personnes. C'est le premier écueil qu'il faut éviter. Il faut vraiment affiner son positionnement. Et on va voir tout de suite pourquoi. Alors Sarah, elle a travaillé son positionnement en se spécialisant pour aider les femmes précisément à mieux gérer leur stress. Le fait de se positionner comme ça va permettre plein de choses positives pour son positionnement sur les réseaux. Quand vous allez voir son contenu, vous allez tout de suite vous dire « Ok, ça me parle » ou « ça me parle pas » et vous allez choisir de suivre Sarah ou de ne pas la suivre. Si vous êtes coach en développement personnel et que c'est extrêmement large, personne ne pourra choisir finalement de vous suivre ou pas. Et ça marche très bien puisque les algorithmes en fait sont faits pour pousser le contenu vers les bonnes audiences. Si le contenu est trop large, l'algorithme ne saura pas à qui proposer le contenu. C'est un peu comme quand vous allez dans un bar et que vous devez choisir un petit peu ce que vous voulez. Si vous demandez au barman ce qu'il a en réserve, ce qu'il a comme offre, il va vous dire « Ok, j'ai du vin, j'ai des bières et j'ai des sodas ». Vous n'avez pas forcément pensé à ce bar qui finalement avait une carte qui était assez large, qui était un petit peu sans âme, pas trop précise quoi. Par contre, si vous arrivez et que vous demandez au barman ce qu'il a et qu'il vous dit écoutez, on a des bières artisanales qui sont faites dans notre microbrasserie et on a 3 types de bières, on a des blanches, des ambrées, des blondes, mais je vous recommande vraiment la blonde qui est une spécialité d'ici, qu'on fait comme si... Et, oui, il commence à vous raconter tout le produit. Là, d'un seul coup, ça devient beaucoup plus mémorable et la spécificité vous force à choisir et ce qui vous force à choisir est beaucoup plus mémorable que quelque chose de très vague et sans spécialisation. Tous les bars un petit peu classiques qui se ressemblent,
En fait, vous y allez souvent parce que vous passez devant, mais vous choisissez jamais d'aller dans ce bar précis pour telle ou telle raison. Et ça, c'est la même chose pour votre contenu. Il faut faire des choix, il faut cibler une personne précise. Donc tout ça, c'est le positionnement. C'est, en gros, vous pouvez le créer en vous posant 3 questions. Quelle est votre expertise unique ? Qui vous voulez vraiment aider et quel problème spécifique vous allez résoudre pour cette cible. En vous posant ces 3 questions, vous allez pouvoir avoir un positionnement précis qui va ensuite vous permettre d'avoir une stratégie de contenu qui est vraiment pertinente. Alors, évidemment, tout ça, on peut le faire avec l'IA et aller beaucoup plus vite. Donc on va voir ça tout de suite. Et pour le faire avec l'IA, en fait, vous pouvez aller sur ChatGPT et utiliser un GPT qui va vous permettre de faire exactement ça. Donc moi, j'ai créé un GPT qui s'appelle USP Assistant, va vous aider simplement à formuler votre positionnement et votre Unique Selling Point. Donc en gros, pourquoi les gens doivent acheter chez vous et pas chez quelqu'un d'autre. Donc il va vous guider, vous voyez, il vous pose des questions, la description du produit ou service, qu'est-ce que vous proposez exactement, quel est votre public cible, quel est le problème principal que vous résolvez, comment vous vous différenciez, et vous pouvez l'utiliser pour bien formuler ou pour travailler votre positionnement. Il va vous aider à bien le formuler. Donc ça, vous pouvez le faire directement en répondant aux questions, en dialoguant avec lui, ou alors si vous avez une page, vous avez déjà votre offre, vous lui donnez simplement l'URL de votre page, et à ce moment-là, lui, en fait, il va tout simplement aller formuler pour vous avec les informations. Donc si on prend l'exemple de notre formation ChatGPT pour LinkedIn, qui aide les entrepreneurs à créer du contenu et à faire de la prospection automatisée sur LinkedIn, on va réussir à avoir quelque chose juste avec l'URL. Voici l'URL de mon offre. Hop, je lui donne l'URL, il va aller la visiter et il va aller prendre toutes les informations pour avoir toutes les réponses. Et là, en fait, il est en train de nous répondre, voilà, le pack LinkedIn de Super Productif est conçu pour les dirigeants, créateurs de contenu, freelance qui souhaitent transformer LinkedIn en une machine à générer des clients grâce à l'automatisation via l'IA. Cette formation promet d'augmenter, etc., etc. Et à la fin, il me demande, est-ce que je génère maintenant votre positionnement USP basé sur ces informations ou est-ce que vous souhaiteriez ajouter autre chose? Donc je dis non, ok. Juste à besoin de lui dire ok, il va générer automatiquement. Et là, on voit, voilà, il me reformule le positionnement, le problème, les conséquences de ce problème, la solution, le résultat. Et donc j'ai un positionnement qui est bien formulé, donc ça évidemment c'est pas forcément utile si vous l'avez déjà, ça peut vous permettre de le valider, de le confirmer, et après on peut passer donc à la deuxième étape de cette méthode, qui va être d'aller identifier les défis, les problématiques de votre cible. Souvent l'erreur courante que je vois à chaque fois, c'est qu'on pense qu'on connaît bien son audience. Et souvent les gens qui pensent qu'ils connaissent bien leur audience, c'est qu'ils font une erreur en fait, ils vont confondre audience et client, prospect, ce qui n'est pas du tout la même chose. L'autre erreur que je vois également, c'est les entrepreneurs ou les entreprises qui vont parler soit trop d'elles-mêmes, soit finalement, ils vont parler trop à leurs clients existants. Je vais prendre un exemple, les entreprises qui parlent trop d'elles-mêmes, c'est les entreprises qui vont parler de leur séminaire, leur culture d'entreprise, le nouveau produit qui vient de sortir, la promotion d'un produit. Elles vont confondre en fait les réseaux sociaux avec un journal interne d'entreprise, et c'est très nombriliste, c'est très renfermé sur soi. Tout ça, ça n'intéresse même pas finalement vos salariés qui sont souvent en train de liker les publications parce qu'on leur a demandé de le faire, très clairement. Donc ça, il vaut mieux éviter. Et ensuite, vous allez avoir le réflexe inverse, c'est-à-dire que les entreprises à qui je dis, bah voilà, vous parlez finalement trop à vos salariés et pas assez à l'extérieur, ils vont dire, ok, bon, bah, super, on va parler à nos clients. Mais parler à ses clients, ça doit être une toute petite partie de sa stratégie de contenu. Il faut essayer de créer une audience qui va bien au-delà de ses clients. Et le gros point à comprendre pour différencier les clients d'une audience, pour une entreprise, et pour bien parler non pas à tout le monde, mais quand même à des personnes qui peuvent devenir clients, c'est le concept de conscience du problème ou du buyer's journey, comme on dit en anglais. C'est en fait toutes les étapes par lesquelles va passer une personne finalement avant d'acheter. Donc on dit qu'il y a différents niveaux de conscience, c'est la pyramide de Schwartz, où vous allez être inconscient que vous avez un problème, ensuite vous allez être conscient que vous avez un problème, mais vous ne savez pas encore s'il y a des solutions, etc. Vous allez être ensuite conscient qu'il existe différentes solutions, différents produits, et puis ensuite vous allez devoir choisir. Et en fonction de votre niveau de conscience, vous allez vous poser des questions qui sont différentes en fait. Si vous créez du contenu uniquement pour les gens qui sont prêts à acheter chez vous, vous ne créez pas du contenu pour toutes les personnes qui sont un tout petit peu avant d'être vraiment conscients que votre produit existe, etc., etc. On va prendre un exemple.
par exemple une entreprise qui vendrait des matelas ou des lits, etc. Imaginons qu'on leur dise, voilà, je sais pas, des lits médicaux, enfin pas des lits médicaux, mais des lits qui sont vraiment optimisés pour le mal de dos, ce genre de choses. S'ils parlent à leurs clients existants, ils ont peut-être une démographie précise, peut-être qu'ils ont des gens entre 50 et 60 ans, parce que leurs matelas sont assez chers, peut-être que c'est même localisé géographiquement, mais pourtant ils vendent quand même sur Internet, mais ils le font assez peu, etc. etc. Ils se brident beaucoup, puisqu'ils vont se baser, leur persona, leur client idéal va se baser sur l'existant, et pas sur le potentiel. L'idée, c'est de vraiment se dire, ok, potentiellement, quels sont tous les types de clientèle qui pourraient éventuellement acheter chez nous. Si on part du principe de j'ai envie d'acheter un matelas, ou ils vendent des matelas, il y a plusieurs scénarios de base pour les gens qui veulent des matelas. Soit, ou des lits, vous déménagez, vous avez peut-être mal au dos, peut-être que vous redécorez votre chambre, et du coup, le vieux lit, etc., vous le remplacez. Vous avez une chambre d'amis que vous voulez aménager, etc. Donc chaque problème va évidemment découler de situations, de scénarios qui sont complètement différents. Et les personnes qui ont chacun cette situation vont se poser des questions, ils vont avoir des défis, des problématiques qui sont complètement différentes du client idéal qui va venir acheter. Si on crée du contenu pour tous ces scénarios possibles, on voit que en fait, c'est beaucoup plus riche en termes de contenu que uniquement parler à son client idéal sur les réseaux. C'est ça qu'il faut prendre en compte pour être sûr d'avoir vraiment un spectre très large en termes de création de contenu. Les gens, quand ils cherchent des choses sur Internet, souvent il y a 3 types d'interrogations. C'est trouver une information, qu'est-ce que X, Y ou Z, résoudre un problème, ils vont dire voilà, comment faire telle chose, et comprendre quelque chose. Pourquoi telle chose est comme ça, etc. Donc, le quoi, le comment et le pourquoi. Si on base son contenu sur les différents scénarios qui amènent des personnes à acheter ce qu'on vend et du contenu qui va répondre à ces 3 questions, déjà, on a une possibilité de contenu qui va être beaucoup plus large. Et ensuite, il faut simplement essayer de capter un maximum de personnes. On prend l'exemple de Marie, par exemple, qui est étudiante de 21 ans, qui quitte le foyer familial pour son premier appartement. Elle va chercher un appartement, elle va chercher à acheter des meubles, elle va peut-être s'intéresser à comment décorer son appartement avec tel ou tel budget. Le budget va sûrement être important pour elle. Comment choisir un matelas, comment déterminer le bon rapport qualité-prix d'un matelas, comment trouver peut-être le meilleur prix d'un matelas, etc., etc. On voit qu'il y a toute une catégorie de questions et de problèmes à résoudre. Ensuite, si on prend l'exemple d'un couple un peu plus âgé, Philippe et Martine, 50 ans, qui créent chez eux une chambre d'amis, peut-être qu'ils transforment justement la chambre de l'enfant qui vient de partir à l'université en chambre d'amis. Ils vont peut-être se demander comment décorer une chambre d'amis, comment aménager l'espace pour qu'il soit plus fonctionnel, puisque peut-être qu'ils veulent faire une chambre d'amis, mais aussi un bureau. Donc ils vont se demander peut-être comment utiliser, est-ce qu'ils doivent choisir un canapé-lit, ou est-ce que c'est vraiment une banquette, ou est-ce que c'est un lit, etc., etc. Toutes ces questions-là sont différentes de celles de Marie, qui est étudiante et qui, elle, a d'autres problématiques. Pourtant, le produit à la fin, c'est le même, ça reste un matelas, ça reste un lit, etc. On voit que là, on va avoir un faisceau finalement de questionnements qui est complètement différent, et le contenu doit venir répondre en fait à chacune de ces questions. Ça fait beaucoup de choses, ça part un peu dans tous les sens, et là on se dit, oh là, waouh, ok, c'est compliqué, comment je fais? En fait, c'est là où on va utiliser l'IA, et c'est là que l'IA est extrêmement pertinente, puisqu'elle va automatiser finalement la génération de toutes ces questions. Donc pour prendre cet exemple-là, on va reprendre donc un autre GPT que j'ai créé, et ce fameux GPT qui s'appelle Persona plus ID, nom très original, puisqu'en fait il va nous permettre de dresser le portrait de notre persona et de générer à la fin des idées de contenu, tout simplement. Donc voilà, crée un persona pour moi et propose des idées. Et ensuite, une fois qu'on a cliqué sur ce bouton, il va dérouler en fait toutes les étapes. Je crois qu'il doit y avoir 7 ou 8 étapes. Donc il est assez riche, il est assez costaud. Et là, voilà, étape 1, comprendre l'offre. Quel est le produit, quel est le problème principal, qui est le client idéal, etc. Pose beaucoup de questions. On va pouvoir y répondre petit à petit. On peut répondre simplement manuellement. On peut aussi faire un copier-coller peut-être d'une page où on a déjà ses réponses, où on a une partie des réponses. Tout dépend du niveau de maturité que vous avez aujourd'hui. On a travaillé avec des gens qui sont à leur compte, qui démarrent, qui n'ont pas forcément un positionnement précis. On l'a vu à l'étape précédente, on a déjà confirmé le positionnement. Donc, normalement, on peut même juste retirer les informations d'avant. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre simplement un copier-coller de la réponse d'avant. Et là, voilà, j'ai juste fait ça pour voir en fait ce qu'il va me dire. J'ai même pas introduit ma réponse, j'ai juste copié-collé la réponse du GPT d'avant. Et là, il me dit voilà, merci pour ces informations, et voici comment je résume ton offre pour m'assurer que j'ai bien compris. Donc on voit que là, il reformule, c'est pas du tout la même chose, on voit que la réponse que j'avais sur le positionnement.
Le positionnement, j'avais les problèmes, les conséquences, la solution et le résultat. Là, on voit qu'il reformule avec une proposition de valeur. Ensuite, donc qui est assez longue, hein, d'accord. Ensuite, il va identifier un mécanisme unique. Donc c'est vraiment la manière dont notre offre va résoudre le problème, comment elle fonctionne de manière unique, ce qui la distingue des autres. Et la Big Idea, qui est un concept de copywriting qui nous permet de résumer finalement un petit peu le grand concept derrière notre produit. Donc là, on voit qu'on est passé d'un format assez court finalement à quelque chose de plus long. Et encore une fois, on va pouvoir, de plus détaillé, on va pouvoir travailler dessus et se dire, ok, est-ce que vraiment j'ai toutes les informations dedans ou pas? Donc là, on peut le corriger, etc. Là, pour la démonstration, on va passer évidemment à la suite. Donc là, il me demande, est-ce que tu veux qu'on passe à l'étape 2 pour trouver les bénéfices et les problèmes les plus souvent mentionnés par les utilisateurs de solutions similaires. Donc ce qui est intéressant avec ce GPT, c'est qu'il va vraiment creuser la réflexion et la recherche de toutes ces questions, de tous ces problèmes de notre audience idéale. Tout ça qui nous prendrait des heures de travail de brainstorming, etc. Là, en fait, on peut aller beaucoup plus vite. Donc moi, je ne vous recommande pas de le faire 100% automatisé, encore une fois. Je vous recommande de faire ça comme peut-être un travail préparatoire. Si vous êtes tout seul, discutez avec le GPT, prenez note de tout ça, regardez si c'est correct ou pas, comparez avec ce que vous pensez vous-même de vos clients, etc., ajoutez des détails, etc. Si vous avez des audiences cibles un peu différentes, peut-être vous pouvez le faire 2 fois, en donnant des informations un tout petit peu différentes pour creuser dans différentes directions. Il y a plein de manières de le faire, mais ça vous permet d'avoir des réponses qui sont assez riches. Ouais, donc là, on a encore ça. Et si vous voulez aller vite au début, vous pouvez au moins juste copier-coller les informations qui sont là. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de créer, un document sur Google Doc, par exemple, et de copier-coller les réponses que vous avez au fur et à mesure de ça. Donc là, on voit un exemple de Google Doc que j'ai pu créer. Vous avez stratégie de contenu pour super productif, positionnement USP. On voit que voilà, et puis ensuite, on voit qu'il y a des signes, il y a des astérisques, il y a des petits hashtags. Ça, en fait, c'est si jamais vous prenez simplement la réponse et que vous la copiez-collez en utilisant le petit copier-coller ici. Je vous recommande de le faire puisque tous ces signes qui sont dans le document sont des signes qui vont permettre de mieux structurer la réponse pour l'IA. Donc tout ce qui est hashtag, en fait, ça indique le niveau de titre. Ça, c'est un titre 1 avec un hashtag. Titre 2, donc c'est un titre un peu plus petit, un peu en dessous, dans la hiérarchie. Si vous laissez ça, ça vous permet ensuite à l'IA, si vous donnez ce document-là à l'IA, ça va lui permettre de mieux scanner le document. Donc je vous recommande de faire ce format-là pour ensuite pouvoir donner ces documents donc, à ChatGPT, à Claude, etc. Et ça, on va voir dans la suite de la méthode comment faire. Donc là, on ne va pas forcément tout faire, mais on voit qu'on a problème principal, comment transformer LinkedIn en un outil efficace de génération de clients, par exemple. Donc ça, c'est lié à notre formation, qui est ici. Bah, ici, par exemple, il dit, OK, donc votre offre, c'est aider les entrepreneurs à performer sur LinkedIn, à générer du contenu, à générer des leads, etc. Bah, un des problèmes principaux de votre cible, ça va être quoi? Comment transformer LinkedIn en un outil efficace de génération de clients? C'est même le problème principal, hein, si vous êtes intéressé par notre formation, c'est ce que vous voulez faire. Bah, un sous-problème de ça, donc c'est un problème qu'on a besoin de résoudre pour résoudre le problème principal, c'est par exemple comment optimiser son profil pour maximiser la visibilité et l'engagement. Mais un autre, ça va être comment automatiser la génération de leads sans risquer de sanctions, donc sans faire bloquer son compte, mais aussi comment créer et partager du contenu percutant sur LinkedIn pour attirer l'audience cible, mais aussi comment mesurer et analyser les résultats, etc. Là, on voit qu'il nous a généré donc un problème principal et les différents sous-problèmes de ce problème principal. On peut le faire de manière quasiment infinie. Là, il nous demande si on veut passer à l'étape d'après. On pourrait très bien lui dire « Ok, super, mais est-ce que tu as identifié d'autres problèmes principaux avec d'autres sous-problèmes ?» Et là, il nous referait une passe et on peut lui indiquer, par exemple, si nous-mêmes, on a identifié des problèmes principaux, lui donner et lui dire « Voilà, j'ai listé ces problèmes principaux, est-ce que tu peux m'aider à identifier les sous-problèmes ?» Dans ce cas-là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est qu'on voit que chaque sous-problème, il y a à nouveau des questions. Je prends un exemple. Comment transformer LinkedIn en outil efficace de génération de clients? Problème. Comment optimiser son profil? Ensuite, comment optimiser son profil? Il y a 3 sous-problèmes encore. Quels éléments du profil il faut optimiser? Quelles sont les meilleures pratiques pour rédiger un titre et un résumé impactant? Pourquoi une optimisation du profil est-elle essentielle, etc. Toutes ces questions, donc vous voyez là, juste sur le premier sous-problème, on a donc le problème principal, sous-problème, 1, 2, 3, on doit avoir 5 ou 6 questions. 5 ou 6 questions, c'est 5 ou 6 contenus fois le nombre de formats. C'est-à-dire que quand je dis le contenu, c'est par exemple, je rédige ce contenu, comment répondre à cette question, j'aide mon audience à savoir comment faire,
Et le format, c'est par exemple ce même texte, pour expliquer comment résoudre un problème. Je peux en faire un post texte, mais je peux aussi en faire un carrousel, je peux en faire une vidéo, donc je peux faire différents formats avec une même idée de contenu. Ce qui fait que là, vous imaginez, on a 6, donc si on fait texte, carrousel, vidéo par exemple, 6 x 3, 18, on a un minimum de 18 contenus ici, simplement, d'idées de contenu en tout cas, qui sont simplement sur ces premières lignes. Et ça, on peut le faire sur absolument tout. Donc là, on doit avoir à peu près, il y a 3 catégories, on a peut-être une trentaine d'idées, et donc x 3, ça fait déjà 90 potentiels contenus qu'on peut avoir ici, simplement en traitant les problèmes, sous-problèmes, etc. Donc c'est extrêmement puissant. Mais là, on va pas s'arrêter, donc là c'est juste, on veut des idées, etc., etc. On va pas s'arrêter là. Ensuite, pour pouvoir faire quelque chose de vraiment pertinent pour notre audience, il nous faut des informations sur cette audience. Donc notre audience idéale. Quels sont ses problèmes? Ok, ça on l'a vu. Mais quels sont les effets, finalement, les conséquences pour notre cible? À quoi sont dus ces problèmes? Est-ce que la cible a des croyances limitantes? Elle pense des choses qui l'empêchent de résoudre ses problèmes, etc., etc. Tout ça, on va l'identifier, on voit que le GPT est en train de faire cette liste des douleurs, blocages, frustrations, croyances limitantes, croyances à acquérir, quel est l'ennemi commun, quel est le niveau de conscience du problème. Et ce travail-là est fait en automatique sur tous les sous-problèmes. Vous voyez la puissance, puisque toutes ces informations-là, donc ça fait énormément d'informations, si on les copie dans un document, un Google Doc, on va avoir un document qui va être extrêmement riche, qu'on va pouvoir donner à l'IA dans les prochaines étapes de cette méthode, pour pouvoir générer du contenu. Et tout ça, tous ces éléments-là, ne sont jamais faits dans toutes ces vidéos qui vous promettent d'automatiser votre création de contenu. Vous ne les avez pas. Et c'est ça qui fait la différence entre un contenu de haute qualité et un contenu qui est générique et peu intéressant. Donc on va avancer évidemment dans les étapes suivantes, on va aller jusqu'au bout. Là, on va continuer le process avec ce GPT, et vous allez avoir donc ce fameux document, ici, que moi j'avais créé pour nous, qui a 26 pages, donc c'est assez long, avec tous les problèmes et sous-problèmes, etc. Même des idées de contenu à la fin, etc. Donc tout ça, nous, là, c'est 26 pages. Pour vous donner une idée, pour ceux qui connaissent un petit peu, on a 2400 mots, 2500 mots. Donc c'est un document qui est assez long, généré automatiquement par l'IA. Dans la prochaine étape, on va voir exactement comment formater justement ce document pour qu'il soit le mieux lisible possible par l'IA. Et on va voir ensuite dans les étapes d'après comment on va utiliser tout ça, comment on va créer un assistant personnalisé pour pouvoir vraiment créer ce contenu de manière automatique. Alors dans cette troisième partie, on va voir comment créer donc son livre de marque, le BrainBook. Donc ce livre, ce document doit rassembler toutes les informations sur vous, votre marque, votre offre, votre client idéal, absolument toutes les informations qui vont permettre à l'IA et donc à n'importe qui finalement de créer du contenu vraiment pertinent pour vous. Ce document, il a deux intérêts. Pour vous, il résume tout ce qu'il faut savoir, d'accord? Et pour l'IA, donc il va donner toutes les informations pour créer du contenu de très haute qualité et pertinent pour votre cible. Donc, on va voir comment créer ce livre de marque, ce BrainBook. Lister tous vos domaines d'expertise, vos histoires personnelles, vos cas clients, vos statistiques, organiser tout cela avec des marqueurs, comme je vous l'ai expliqué juste avant, je vais vous remontrer un exemple. Et ce document, ça va vraiment devenir la référence pour l'IA pour créer du contenu. Alors on voit un exemple de document là, comme je l'avais montré, qui est bien structuré avec donc, ces fameux marqueurs Markdown qui permettent d'indiquer la structure du document. Donc là, un hashtag, c'est un titre 1, deux hashtags, c'est titre 2, donc c'est un sous-titre par rapport au titre principal. Et on voit là qu'on a le positionnement, l'USP, d'accord. Ensuite, on a, c'est toujours le positionnement l'USP, le produit, qu'est-ce que c'est, le mécanisme unique, la Big ID, et ensuite, après, on voit bien que j'ai juste copié-collé les différentes étapes du GPT Persona Plus ID, avec toutes les questions, les sous-problèmes, les problèmes, etc. Et je suis allé, donc j'ai fait le process jusqu'au bout, je suis allé jusqu'aux propositions d'idées de contenu qui ne vont pas me servir à proprement parler directement, c'est-à-dire que ces propositions d'idées de contenu, je ne vais pas les utiliser directement, ce n'est pas les meilleures idées qu'il va me proposer, mais je les mets quand même dans le document puisque ça donne des idées enrichies finalement à la fenêtre de contexte pour l'IA, pour proposer de meilleures idées. Donc voilà, donc là on a tout ça, et c'est vraiment le GPT Persona Plus ID qui me permet de générer tout ça, donc j'ai juste fait OK à chaque étape,
et m'a généré toutes ces réponses. Et c'est comme ça qu'on a un document qui fait 26 pages. Alors la prochaine étape de cette méthode, c'est de créer une bibliothèque de modèles de posts. La plupart des personnes qui vont vous dire d'automatiser à 100% votre création de contenu ne vont pas utiliser de modèle de posts de publication. Alors qu'est-ce que j'entends par un modèle de publication? C'est simplement un exemple, finalement, un modèle que va pouvoir utiliser l'IA pour écrire son post. Donc là, on a un exemple. Tout le monde fait X, pourtant je fais Y pour Z raison. Et on voit qu'on a des accolades avec des mots à l'intérieur. Donc j'ai raison, justification, raison, etc., etc. Et ensuite, il y a un an, je n'aurais jamais osé X, aujourd'hui Y. Ça, ce format-là, en fait, utilise ce qu'on appelle des variables. Donc c'est des informations qui vont varier selon ce qu'on va donner comme indication à l'IA. Je pourrais très bien dire à quelqu'un, à une personne, j'aimerais bien que tu m'écrives un contenu. Je vais te donner le plan de ce contenu, la structure, et tu vas adapter finalement les informations manquantes à la personne pour qui tu vas écrire. Imaginons que tu es, je sais pas, boulanger. Tu vas m'écrire « Tout le monde fait X, pourtant je fais Y pour Z raison ». Tu vas donner une raison, tu vas justifier, etc., etc. Si tu fais ça en tant que boulanger, après tu vas me l'écrire en tant que, je sais pas moi, c'était les Jeux Olympiques, en tant qu'athlète de haut niveau, etc., etc. La personne évidemment va devoir se creuser la tête, mais elle va à chaque fois réussir à écrire un post, une publication qui a exactement le même plan, la même structure. Et l'intérêt de ça, en fait, c'est qu'il y a des structures qui fonctionnent bien mieux que d'autres. Et si on donne ça à l'IA, l'IA va être très très forte pour pouvoir rédiger rapidement des posts. En ayant une très bonne structure, on a fait, allez, sur Internet, on a fait 80% de l'effort. Parce que on est dans des contenus qui sont scannables, qui sont lus très rapidement. Et en fait, 80% de l'efficacité d'un contenu, finalement, c'est sa structure. 20%, les 20% restants, c'est le fond, vraiment, de ce qui se dit. Je ne sais pas si vous avez regardé beaucoup les contenus sur Internet, mais souvent, le fond n'est pas révolutionnaire. On n'est pas en train d'écrire une thèse. C'est des choses qui souvent ont déjà été dites. Donc, en fait, ce qui va faire la grosse différence, le plus d'engagement, c'est la structure. Donc, avoir une bibliothèque de ce genre de posts permet de s'assurer qu'on va avoir à chaque fois des posts qui vont être bien écrits, qui vont suivre une certaine structure. Donc, on va juste prendre un exemple et montrer comment s'en servir. Si on va sur Claude, mais on peut aller aussi sur ChatGPT, on peut lui dire par exemple, je veux que tu écrives un texte comme si tu étais, allez, un boulanger, on va suivre l'exemple de boulanger, écrit en suivant ce modèle. Et là, je vais copier-coller mon truc et c'est tout. Et je lui donne aucune autre information. Et là, on voit que tout de suite, on va avoir un post qui est écrit. Je vais donner vraiment le prompt, une ligne. Et là, qu'est-ce qu'on a comme réponse? On a, voilà, tout le monde fait du pain industriel, pourtant, je fais du pain artisanal. Pour 3 raisons. La qualité des ingrédients. Je sélectionne soigneusement chaque ingrédient en privilégiant les farines biologiques, locales et le levain naturel. Cela donne à mon pain une saveur incomparable et une qualité nutritionnelle supérieure. Le respect du temps. Là, je vais pas tout lire. La passion du métier. Il y a 1 an, je n'aurais jamais osé ouvrir ma propre boulangerie artisanale. Aujourd'hui, je suis fier de perpétuer l'art de la boulangerie traditionnelle. Ça, on peut le publier. On peut le publier. Je mets au défi quelqu'un de me dire que ça a été généré par l'intelligence artificielle si c'est un boulanger qui publie ça sur, je sais pas, un post Instagram ou peu importe. C'est parfaitement structuré, c'est très bien écrit et ça a du sens et c'est efficace. Ça, c'est grâce au fait que Claude écrit très bien, évidemment, mais aussi grâce à cette structure. Avoir une bibliothèque de posts LinkedIn vraiment va nous permettre d'avoir une plus haute qualité de contenu très rapidement. Et on voit que l'avantage de ça, c'est qu'on peut l'automatiser, puisqu'on donne un prompt qui est finalement assez court, on donne assez peu d'informations, on pourra en donner beaucoup plus, et on va avoir comme résultat un contenu qui est vraiment super efficace, et finalement de manière assez simple. Voilà, c'est indispensable finalement pour avoir une machine à contenu réellement efficace, qui crée quelque chose de vraiment pertinent, et qui a une bonne qualité, tout simplement. Il faut mettre ça dans un document. Le document, on va le structurer, pareil, comme notre brain book. Là, voici un exemple de comment on peut structurer ça. Alors ça, c'est un exemple assez extrême, puisqu'il y a 226 pages dans ce document. Voilà, c'est assez long. Ce document réunit, je crois, 100 templates.
plus de 100 templates. Alors, je vais jusqu'à la fin. Ouais, il y en a beaucoup. Et le dernier, c'est ça, template 100. Donc on a 100 templates. Et la particularité de ces templates, en fait, c'est qu'ils ont, ils ont deux informations qui sont associées. Ils ont un format et ils ont une intention. Et alors pourquoi, à quoi ça sert d'avoir un format ou une intention? Ça sert à donner à deux informations intéressantes à l'IA. Donc on a toujours cette structure, on voit avec les variables, tu, action positive, 10 fois plus, sujet, enfin voilà. Et on va avoir des fois des exemples aussi pour vraiment montrer à l'IA comment l'écrire. Et ensuite on va avoir ce fameux format. Donc le format, ça va être de dire par exemple que ça c'est une analyse tactique. Donc là on va indiquer à l'IA que si on utilise ce format-là, ce template, ça sera beaucoup plus intéressant pour analyser quelque chose. Donc on va un tout petit peu plus loin. Pourquoi on fait ça? Ça nous permet dans le document d'avoir plusieurs posts, plusieurs templates de posts, et de pouvoir indiquer dans le prompt à l'IA, tu vas choisir le meilleur template en fonction de l'intention du post et du format qui sera le plus pertinent. Donc si on a quelque chose qui est une analyse, il va plutôt utiliser les templates qui sont propres à l'analyse. Tous les templates ne conviennent pas à tous les posts. Si on a quelque chose de très storytelling, raconter une histoire, ça ne sera pas une analyse par exemple. Donc ça permet d'organiser cette bibliothèque de templates et d'utiliser de manière efficace avec l'IA. Pour la structurer, on va utiliser des balises. Donc comme ici, on a une balise templates underscore 1. Et ensuite, à la fin de ce template, on va avoir la même balise, mais avec un backslash ici, pour indiquer que c'est la fin de la balise, la fin du template. Et on va faire ça à chaque fois. Et dans chaque balise, on va avoir la même structure. Donc on va avoir ces marqueurs en markdown qui vont indiquer la hiérarchie. Donc là, c'est comme un titre 2 pour l'accroche, pour le template de post. Donc là, on a le template de post. Ensuite, on a l'exemple. Ensuite, on va avoir le format et l'intention. Et chaque template va être structuré exactement de la même manière, ça c'est super important. Donc là, on voit que c'est la même chose et que je peux aller jusqu'à 100, c'est la même chose. Alors évidemment, ce document-là, je l'ai fait avec l'IA, c'est-à-dire que j'avais déjà une bibliothèque de posts, et pour créer ce document-là particulièrement, je l'ai fait avec l'IA en lui demandant de bien structurer avec ses balises, etc. Ça a mis un petit peu de temps, mais c'est un travail préparatoire qui est important, puisqu'ensuite après ça nous permet d'avoir quelque chose de super efficace. C'est un peu extrême d'en avoir 100, je vous recommande d'en avoir peut-être une dizaine, d'avoir identifié particulièrement les formats que vous voulez faire, ceux que vous préférez sur vos réseaux, qui sont les plus pertinents pour votre thématique, etc. Et de vous limiter finalement en nombre de templates. Comment les trouver ces templates? En fait, il y a plusieurs manières. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de voir des posts, des publications qui ont beaucoup d'engagement, qui sortent un peu du lot. C'est ce qu'on appelle en anglais des outliers. Donc ça, c'est un concept où les outliers, en fait, ça va être les publications qui sortent du lot, qui ont un meilleur score. Donc si vous êtes sur LinkedIn, ça va être par exemple quelqu'un qui a toujours 30 ou 50 likes et qui d'un seul coup a un post qui fait 500 likes. Donc allez voir ce post-là, allez voir sa structure, est-ce qu'elle est intéressante ou pas. Si c'est sur YouTube, là ça s'y prête moins puisque c'est des posts plus courts qu'un script vidéo, ce qui est complètement différent. Mais sur YouTube, vous avez la même chose, vous avez des chaînes où vous allez avoir des posts qui vont, des vidéos qui vont exploser. Donc elles ont toujours quelque chose de particulier. C'est toujours intéressant d'aller analyser ça. Donc pour des posts écrits, vous pouvez donc faire ce travail. Et après, pour créer des templates, j'ai un GPT qui me permet de créer des templates. Et il suffit juste de lui donner le post et il va automatiquement créer cette fameuse structure. C'est comme ça que moi j'ai créé ma bibliothèque de templates. Donc voilà pour la partie bibliothèque de templates. Et ensuite, on va aller à l'étape suivante, qui est de choisir finalement son assistant IA, ce qui va nous permettre de créer finalement cet assistant pour créer le contenu ensuite. Là, au niveau du choix, moi je vous conseille de considérer ces différents critères. La capacité de compréhension du contexte, la qualité finalement de ce qui va être créé, et la flexibilité pour s'adapter à différents styles, etc. Tous les assistants, toutes les IA, tous les LLM ne se valent pas. Et celui que moi j'ai choisi pour faire ça, c'est Claude, qui aujourd'hui est le meilleur pour ça. Donc Claude, il est très bon, et ChatGPT aussi, mais à certains points faibles. Là où ChatGPT va pas être super bon, ça va être... Pourtant, il fait les GPT, c'est quand même l'invention de ChatGPT, mais là où il est moins bon, c'est la lecture et la prise en compte de la base de connaissances. Quand vous faites des GPT, vous pouvez ajouter des documents. ChatGPT a tendance à pas forcément tous les lire et à pas en prendre compte à chaque fois. Ensuite, c'est la compréhension fine vraiment des instructions, où là, il a tendance un peu à abréger et pas forcément être méga clair. Et puis à la fin, le troisième chose, c'est les anglicismes, les tournures de phrases qui sont pas super bien écrites. Pour créer du contenu, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je préfère Claude,
Et ma problématique avec Claude, c'est qu'au début, je pensais qu'on ne pouvait pas faire de GPT avec Claude. Alors qu'en fait, si, il y a un moyen de le faire et qui est beaucoup plus puissante pour faire ce genre de choses en tout cas. Donc pour faire les GPT, il suffit d'aller dans Projet, donc à gauche, vous avez Projects, et là vous voyez que j'en ai 4 pour l'instant, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps à créer les projets, et le projet c'est vraiment ce qui va vous permettre d'ajouter des documents à Claude et d'avoir finalement cette expérience où vous avez une version ultra personnalisée. Alors je vais juste faire un exemple de comment on crée un projet, ce qui est très simple, on clique là, ensuite on va lui donner un nom, je peux mettre test par exemple, tout simplement. Ce qu'il va faire, etc. Moi, ce que je vous recommande de faire, si vous voulez que le début commence toujours de la même manière, c'est de donner une commande, en fait. Donc, moi, souvent, je mets écrit slash, par exemple, je sais pas, moi, contenu, peu importe, pour démarrer. Voilà, par exemple. Ou alors, vous pouvez juste mettre la commande et vous saurez vous-même ce que c'est la commande à mettre. Ça, c'est parce que sur Claude, vous n'avez pas la capacité de créer des boutons, vous pouvez cliquer dessus comme sur GPT, sur les GPT. Sur les GPT, on voit que là, j'ai ce fameux bouton, créer un persona pour moi et propose des idées. Je clique dessus et ça va mettre ce texte directement sur le GPT qui va déclencher donc une certaine interaction. Ça vous garantit d'avoir toujours le même début d'interaction, puisque le GPT, si vous lui dites des choses différentes au début, des fois en fait il ne va pas forcément suivre exactement le scénario, qui va... Vous ne savez pas des fois ce que vous devez dire, vous ne vous rappelez pas exactement. Donc là, pour garantir ça, en fait, on va mettre dans les instructions, quand je te dis telle commande, tu démarres en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien faire ce genre de choses, pour garantir à chaque fois que c'est la même chose. Et vous pouvez choisir une commande très courte, avec un slash, pour vraiment être sûr que c'est un mot entre guillemets unique. Comme ça, ça vous évite de faire des fausses entre guillemets commandes. Et ensuite, vous allez avoir les instructions personnalisées, qui sont optionnelles, mais je vous garantis vraiment que c'est mieux de les utiliser. Donc vous cliquez ici, vous copiez-collez vos instructions. Pour écrire ces instructions, pour les créer, moi, ce que je fais, c'est assez simple. J'utilise un GPT pour écrire mes instructions de GPT, évidemment. Et donc, j'ai ce fameux GPT ici qui va me permettre de pouvoir créer les instructions du GPT, mais aussi, je l'ai programmé pour qu'il puisse créer les structures pour les bases de connaissances, ces fameux documents qu'on va donner. Donc, si je clique dessus, aide-moi à créer les instructions de mon GPT, il va toujours me poser les mêmes questions. Et en gros, c'est le rôle du GPT, son fonctionnement souhaité, les instructions supplémentaires éventuelles, les exemples pour démarrer. Je ne suis pas obligé de répondre à toutes les questions. Et une fois que j'ai répondu à ça, il va créer une structure à chaque fois la même. C'est assez basique, c'est pas magique, mais ça me fait une très très bonne structure de base, bien paramétrée, bien structurée, bien mise en forme. Et ensuite, après, il faut tester un petit peu pour voir si tout fonctionne et itérer par rapport à ça. Donc, on va avoir un exemple de ces instructions-là sur justement l'assistant qu'on a créé pour faire donc, le fameux contenu. Donc là, on voit qu'on a la base de connaissances avec 3 documents. Ils ne sont pas tous, j'en ai supprimé en faisant quelques tests. Et on voit qu'on a ces instructions personnalisées. Donc si je fais sur Edit, voilà, on a... alors, pour être sûr d'avoir quelque chose de toujours bien régulier, je l'ai mis en anglais, mais c'est pas grave. Donc là, je dis, voilà, tu es un content strategist, copywriter, expert dans le fait de créer des contenus et de générer des idées pour les réseaux sociaux super engageantes. L'intérêt de ces instructions personnalisées, qui peuvent être assez longues, elles sont assez longues, donc ça c'est très bien, c'est que je lui donne une autre technique. Donc la technique là, c'est pour générer des idées. Et en gros, je lui dis, voilà, quand tu vas générer des idées, voilà ce que tu vas faire. Et je lui explique exactement ce que c'est, etc. Donc je lui redonne les formats en fait finalement qui sont utilisés dans la bibliothèque d'idées. Comme ça, il a cette information en tête, il sait exactement ce que c'est. Et voilà, donc on voit que c'est assez long. Et je lui rappelle quand même qu'il faut qu'il lise sa base de documents, mais Claude le fait quand même. Et ensuite, on va avoir juste simplement les documents qui sont là. Donc pour les ajouter, il suffit de faire Add Content, Upload from Device, et on va pouvoir choisir le document qu'on veut ajouter. Je vous recommande donc de créer ces documents par exemple sur Google Doc, mais ça pourrait être autre chose, de les formater comme ça avec ces titres, et de les enregistrer, surtout les télécharger au format texte brut.txt. C'est le format le plus simple à lire pour un LLM, pas besoin de faire des PDF, etc. Faites un .txt, c'est très bien, et comme ça, s'il est bien structuré comme ça, il va le lire parfaitement. Et on voit que, par exemple, là, on peut cliquer dessus, donc ça c'est super bien aussi sur Claude par rapport à ChatGPT, c'est que sur Claude, on peut cliquer sur les documents qu'on lui a donnés et les lire. Sur ChatGPT, c'est fini, vous l'avez mis en ligne, vous ne pouvez plus le lire. Donc c'est pas très pratique. Donc là, on voit que je clique dessus et on voit donc il y a tous les templates qui sont là. Donc c'est assez évidemment assez long. D'ailleurs, si on clique là, ça disparaît. C'est pas grave.
Et on voit donc ce fameux document, hein, c'est celui-là hein, que j'ai montré, hein, voilà, avec toutes les informations. On voit que les documents sont très très longs. Et j'ai aussi ajouté un profil personnel. Donc là, c'est celui de Jérémy, mais il y avait le mien aussi, pour pouvoir créer du contenu un peu plus personnel, qu'on n'a pas encore abordé dans cette vidéo et qu'on ne pourra pas aborder parce qu'on ne peut pas tout faire dans cette vidéo. Ensuite, donc l'idée, hein, c'est maintenant de créer le fameux assistant. Et donc ajoutez vos documents, écrivez vos instructions personnalisées. Et donc sur le profil personnel, ce que je vous recommande de faire, si vous voulez du contenu qui soit plus personnalisé, c'est des informations sur vous-même, sur vos valeurs, etc. Alors l'idée, c'est d'avoir finalement deux types de contenus. Donc le brand book, hein, le livre de marque, ça va servir à créer des contenus pour votre marque, pour votre offre. Typiquement, ça va être des contenus plutôt analytiques, plutôt actionnables, qui vont aider, on l'a vu, hein, votre audience à résoudre ses problèmes. Mais on n'a pas que ça à créer, il faut aussi créer d'autres types de contenus. Donc ces contenus-là, c'est très bien, vous allez aider les gens à résoudre leurs problèmes, mais ça ne va pas créer de connexion vraiment émotionnelle avec vous, et sur le long terme, ce qu'on appelle une marque personnelle. Donc ces contenus, c'est par exemple, vous n'arrivez pas à faire X, voici comment le faire, je vais vous expliquer comment le faire. Mais je vous encourage vraiment à créer du contenu plus personnel. Donc pour créer les contenus personnels, ça va être des contenus plus inspirationnels, anthropologiques, qui vont attaquer les croyances de votre audience cible, qui vont leur faire changer de point de vue en fait. Plutôt que de raconter votre vie ou de faire des posts entre guillemets inspirationnels, l'idée c'est vraiment de partir des croyances, comment votre audience cible imagine son problème, les raisons de son problème, le pourquoi, etc. et d'aller attaquer ça. Donc par exemple, ça va être des choses dans genre, si vous n'arrivez pas à faire X, c'est que vous pensez Y, alors que vous devriez penser Z. Ce genre de choses-là, ça vous permet, vous, par exemple, de raconter votre histoire. Ça, c'est vraiment la base, hein, mais vous pourriez le faire de cette manière. Avant, je pensais X, et puis il m'est arrivé telle histoire, et vous racontez l'histoire, et après, je me suis rendu compte qu'il valait mieux penser Y pour résoudre tel problème. Si vous racontez ça sous forme d'histoire, et que vous racontez votre propre histoire, vous allez faire quelque chose d'engageant, les gens vont apprendre à vous connaître, mais en fait surtout l'histoire en fait va résonner en eux parce qu'ils vont se dire mais moi aussi en fait je pense la même chose. Et ça vous pouvez le répliquer après surtout. Moi par exemple vous pouvez très bien dire moi j'ai telle valeur, moi je crois en telle chose. Idéalement vous voulez avoir les mêmes valeurs que votre audience. Plus vous allez avoir des valeurs précises, plus vous allez être polarisant avec votre audience, plus vous allez couper une partie de vos clients potentiels de votre marque. Par contre, vous allez avoir beaucoup plus d'engagement et entre guillemets des hyper fans qui vont vous suivre. Donc là, c'est un choix à faire. Est-ce que vous voulez être polarisant ou est-ce que vous voulez pas être polarisant? Ça dépend aussi de votre stratégie business pure. Est-ce que vous avez un positionnement plutôt élitiste ou est-ce que vous visez finalement un produit de commodité où là vous visez entre guillemets le plus grand public possible? Si vous vendez des chaussures à 10 € ou si vous vendez des chaussures à 5000 €, vous n'allez pas avoir la même stratégie de contenu, le même positionnement, etc. etc. On voit un exemple tout bête, mais Apple qui a eu la campagne Think Different qui a choisi très clairement d'être élitiste. Think Different, c'était une manière de dire aux gens qui achetaient Apple, qui était un produit beaucoup plus cher, mais qui était un produit qui occupait moins de 10% du marché. C'était une manière de leur dire, ok, vous n'êtes pas beaucoup, mais c'est parce qu'en fait, vous pensez différemment, vous n'êtes pas comme tout le monde. Et ils ont joué sur une faiblesse, finalement, qui est que ils n'arrivent pas à vendre à tout le monde, au final, parce que c'est cher. Ils en ont fait une force. Vous pouvez vous inspirer de ça en vous disant, ok, est-ce qu'on vend à beaucoup de monde? Mais si on ne vend pas de toute manière à beaucoup de monde et qu'on ne cherche pas à vendre à beaucoup de monde, à ce moment-là, dans notre contenu, dans notre stratégie de communication, il faut en faire une force quelque part. Donc tout ça, il faut le réfléchir, mais vous pouvez le véhiculer beaucoup plus facilement sur une page personnelle, finalement, et associer ça à votre marque personnelle si c'est ce que vous recherchez à faire. Nous, on accompagne plutôt des indépendants, des gens qui vont être à leur compte, des petites entreprises, et des personnes qui vont publier, donc des CEO, des responsables d'entreprise, de petites entreprises, qui vont publier sur leur profil personnel. C'est ce qu'il faut faire le mieux, mais c'est aussi valable si vous publiez sur des pages entreprises. C'est une autre manière finalement de le faire, mais c'est aussi la même chose. Ce genre de croyance, ce genre d'histoire personnelle sur je croyais ça avant, etc. Si vous êtes une grosse boîte, vous pouvez le faire à travers le profil de certains clients que vous pouvez mettre en valeur, etc., etc. Il y a plein de manières de le faire. Une marque de sport pourrait très bien sponsoriser un sportif et raconter l'histoire de sportif. Et ça reviendrait au même. Donc une fois qu'on a fait ça, on a finalement créé notre machine à contenu et après il faut créer le contenu. Alors la manière de créer le contenu, c'est qu'on va avoir évidemment des prompts qu'on va venir utiliser. Alors les prompts sont pas ultra importants parce que vous avez déjà énormément d'informations qui sont dans l'assistant, mais ça reste quand même important.
Donc on va voir un exemple avec ce fameux assistant pour créer des contenus pour Superproductif. Donc ce prompt-là, c'est quoi? C'est voilà, je veux que tu crées des idées de contenu pour Superproductif, je veux des idées variées pour des posts textes, carousel, infographie, je veux 30 idées de contenu, une idée pour faire publier chaque jour. Et ensuite, après, qu'est-ce que je fais? Je lui explique comment structurer finalement sa stratégie de contenu. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que notre prompt, il va être un peu technique sur le côté, ok, tu vas générer des idées, etc. Très bien, mais on va aller un petit peu plus loin. Donc je lui dis, voilà, il faut que tu fasses des publications pour asseoir mon autorité dans un domaine, un secteur précis, des publications pour créer de la confiance, de la crédibilité auprès de mon client idéal, et par exemple, faire confiance, des preuves sociales, des chiffres, etc. Je lui donne un peu des idées. Et je veux aussi des publications pour que les gens partagent mes valeurs, mes opinions, etc. Et j'explique ce que c'est. Donc là, je lui explique vraiment bien que voilà, les types de posts doivent être organisés selon ces 3 piliers chaque semaine et qu'ils puissent varier ça. Voilà. Et là, on voit que dans les profil, j'ai laissé le profil de Jérémy. Donc là, je peux faire référence directement à ça. Et au lieu de dire, je veux des idées de contenu pour Superproductif, je peux dire, je veux dire des idées de contenu pour Jérémy. Et entre parenthèses, mettre le titre de son document et voir si ça fonctionne. Donc là, je lance et on va voir ce qu'il me propose comme contenu. Alors comme il y a énormément d'informations, il prend le temps de réfléchir évidemment. Et là, c'est parti, il me dit voilà, je vais créer un calendrier éditorial avec 30 idées de contenu, voici le calendrier éditorial proposé. Jour 1, comment j'ai multiplié par 10 mon taux horaire en 3 ans, les 5 étapes clés. Et ça, on voit que c'est quelque chose de personnel. J'ai multiplié mon taux horaire. Le taux horaire, c'est personnel, c'est pas Superproductif. Là, c'est vraiment un post pour le parcours de Jérémy, de 3 € à 700 € de l'heure, mon parcours d'entrepreneur atypique. Et on voit qu'on a une structure, jour 1, autorité, on va défendre l'autorité, format, un carrousel, et le hook, donc l'accroche, c'est ça qu'il nous propose. Et voilà, après ma plus grande réussite professionnelle, avoir quitté le salariat, voici pourquoi, etc. On a différentes idées, et on voit qu'on a des accroches qui sont plutôt intéressantes. C'est pas des idées simplement comme ça, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de ceci. Non, on a quelque chose qui est déjà écrit. Et vous allez faire ça, vous allez générer donc des idées, et ça, vous allez le copier-coller quelque part. L'idéal, c'est de le copier-coller dans un document. Et une fois que vous avez copié-collé ça dans un document, vous allez avoir un document avec toutes vos idées, comme ici. Et une fois que vous avez tout ça, vous allez pouvoir vous dire, ok, je sélectionne la première idée, et je vais demander à l'IA de m'écrire un post avec ça. Je veux que tu m'aides à créer des posts, et je vais lui dire, voilà, voici une idée, et je veux que tu me crées un template. On va fonctionner par étapes, et le secret de cette méthode-là, c'est de fonctionner par étapes. Une liste de 90 idées, alors je vais reprendre ma liste de 30 pour 30 jours, hop, donc je copie-colle mes 30 idées, et je vais lui demander de me générer les templates de post. Si je fais ça, il va me faire les templates de post pour les 30 idées. Donc je peux lui dire, par exemple, commence par les 10 premières, pour valoriser un peu plus la qualité que la quantité. Ça sera il y aura beaucoup plus de détails. Et là, on voit qu'il repart. Donc la première idée, c'était quoi? C'était comment j'ai multiplié par 10 mon taux horaire en 3 ans, les 5 étapes clés, de 3 € à 700 € de l'heure, mon parcours d'entrepreneur atypique. Et on voit que là, j'ai déjà quelque chose, de 3 € à 700 € de l'heure, mon parcours atypique. Il y a 3 ans, je gagnais 3 € de l'heure. Aujourd'hui, mon taux horaire atteint 700 €. Et en fait, on voit, il est en train de tous les faire un par un. Donc, et comme j'ai activé la fonction où je peux voir un aperçu de ce qu'il fait, j'ai les posts à droite. Et forcément, alors je vais l'arrêter puisque là forcément il les fait un par un, donc on voit que c'est assez rapide. Il est en train de me faire tous les posts et on voit que j'ai demandé des templates de posts, mais qu'il est déjà littéralement en train d'écrire finalement les posts. Ça c'est une première étape, on peut considérer que les posts sont déjà intéressants, ou alors on peut les repasser dessus et redemander finalement à l'IA de les rédiger un par un. Chacun voit comment il veut faire, mais là on a quelque chose à chaque fois qui est assez bien structuré. On voit, c'est des posts qui sont assez structurés et qui ont des bonnes accroches, clairement. Donc ça, on peut, comme je disais, soit le mettre directement dans son calendrier de publication et le programmer. Moi, ce que je conseille de faire, c'est éventuellement de les faire améliorer par l'IA même. Et la manière de le faire, c'est de prendre par exemple ce brouillon. Alors je vais juste utiliser ça, hop, et on va prendre, par exemple, ce premier post, hop, on va le mettre ici, et là, je vais repartir à 0, tac, et on va voir ce qu'il me dit. Donc là, l'idée, c'est de personnaliser le post à 100%, donc il y a plusieurs manières de le faire. Là, je lui demande de me poser toutes les questions nécessaires pour que le post soit à 100% personnalisé, et je pourrais répondre à ces questions, et j'aurai un post réécrit personnalisé. Ou alors, on peut lui dire... je veux que tu m'aides à créer un post 100% personnalisé, voici le brouillon.
et je vais mettre utilise toutes les informations que tu as sur Jérémy pour le personnaliser et l'optimiser au niveau de la structure et du copywriting. Et voir un peu ce qu'il me propose. Et là, on peut faire une deuxième passe pour vraiment optimiser le post et voir s'il ne peut pas l'améliorer. Donc là, on voit qu'on va avoir un post, on va comparer un petit peu le résultat. On avait, il y a 3 ans, je gagnais 3 € de l'heure. Aujourd'hui, mon taux horaire atteint 700 €. Voici les 5 étapes clés qui m'ont permis de multiplier mon taux horaire par 10. Et j'ai les 5. Et ensuite, la leçon la plus importante, votre valeur n'est pas déterminée par le temps, etc. C'est bien, mais c'est pas personnalisé. En fait, c'est bien des chiffres qu'elle lui a partagés, hein, c'est des informations qu'on a sur lui, mais c'est assez fade finalement. Et là, on va voir qu'on a quelque chose de beaucoup plus écrit, de 2 € à 700 € de l'heure, comment j'ai quitté mon job à 700 € par mois pour devenir entrepreneur à succès. Il y a 5 ans, je gagnais 2 € de l'heure dans un job misérable au Portugal. Aujourd'hui, mon taux horaire atteint 700 €. Spoiler alert, je n'ai ni diplôme prestigieux, ni réseau puissant, juste une volonté de faire et c'est 5 étapes clés. On voit que c'est un peu plus écrit et on voit qu'on a des petites choses un peu plus personnelles. Genre par exemple, petit bonus, tout ça en surfant tous les jours, en voyageant 3 mois par an et en travaillant depuis la plage à Lisbonne, qui est un détail évidemment qu'il a mis dans ses informations, dans son profil. Donc là, on voit qu'on a des choses. Après, il met, voilà, quelle étape vous inspire le plus, le surf quotidien ou le mindset de jeu, etc. On a quelque chose qui est déjà écrit à 95%, on a des petites informations personnelles, et des choses qui vraiment correspondent parfaitement à ses valeurs, etc. Donc c'est ce deuxième passage qui nous permet de passer de quelque chose d'assez générique, finalement, à quelque chose de plus personnel. Et vous pouvez le personnaliser d'autant plus avec un meilleur prompt, on voit que c'est un prompt qui est assez basique, ou avec des informations plus riches, évidemment, dans votre document de base. Donc voilà comment on peut créer des contenus. Et évidemment, maintenant, il nous manque juste une étape qui va être le fait d'automatiser tout ça. Donc là, moi, je vous ai dit qu'on pourrait faire ça en 24 heures. Et littéralement, moi, j'ai passé 24 heures pour créer 1 an de contenu. Et 24 heures, ça peut être 4 heures la première journée, 4 heures la deuxième, etc. Et en une semaine, vous avez 24 heures de travail, mais qui vous permettent de créer 1 an de contenu qui sont vraiment publiables et qui sont à 100% personnalisés et très qualitatifs. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on récapitule, on a défini le positionnement unique, on a identifié les vrais problèmes de la cible, on a créé un brand book, on a préparé les templates de posts, on a choisi évidemment notre LLM préféré, là c'est Claude, on a créé notre assistant dans Claude en utilisant les projets, et puis ensuite on a généré les posts et on les a personnalisés. Cette méthode, c'est celle qui nous a permis d'avoir plus de 100 000 abonnés en 1 an sur le compte de Jérémy, plus de 50 000 sur le mien, d'être publié chez Erol, un livre super productif. Et si vous voulez apprendre à créer ce système de A à Z avec toutes les étapes et évidemment toutes les explications en détail, vous avez le lien dans la description pour le faire. Allez, salut!